Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part à la date du 25 avril 1974. La révolution des œillets met fin à la dictature au Portugal. L'épilogue de plusieurs décennies de frustration pour la population comme pour l'armée, résultant du mouvement politique et social qui a lieu le 25 avril 1974, qui a renversé le régime dictatorial de l'Estado Novo, en vigueur depuis 1933. Vous voulez en savoir plus sur la révolution des œillets? Venez avec moi. À la suite du coup d'état militaire du 28 mai 1926, une dictature militaire a été établie au Portugal, qui culminera avec l'élection présidentielle d'Oscar Carmona en 1928. C'est au cours du mandat présidentiel de Carmona que la constitution de 1933 a été rédigée et un nouveau régime autoritaire, l'Estado Novo, a été mis en place. Pendant l'Estado Novo, le Portugal a toujours été considéré comme un pays dirigé par une dictature par opposition au régime républicain, par des observateurs étrangers et même par les propres dirigeants du régime. Économiste de formation, Salazar entre dans la vie politique en tant que ministre des Finances avec le soutien du président Oscar Carmona, après le coup d'État du 28 mai 1926. Les militaires du régime se considéraient comme les gardiens de la nation à la suite de l'instable Première République, mais ils ignoraient les solutions pour redresser le pays. En un an, Salazar équilibre le budget et stabilise la monnaie portugaise. Il produit le premier des nombreux excédents budgétaires et lorsqu'il devient Premier ministre en 1932, il promeut l'administration civile au sein du régime à un moment où la politique des autres nations du monde Salazar était la dépolitisation de la société plutôt qu'une mobilisation de la population. Malgré de graves différends dans les forums mondiaux comme l'ONU, le Portugal a maintenu sa politique irrédentiste, la durcissant à partir du début des années 60, face à la propagation de mouvements indépendants en Angola, en Guinée et au Mozambique. D'un point de vue économique, le régime a maintenu une politique de conditionnement industriel qui protégeait certains monopoles et certains groupes industriels et financiers. Le pays est resté pauvre jusque les années 60, ce qui s'est traduit par une augmentation significative de l'émigration. Toutefois, c'est dans les années 60 que l'on constate des signes de développement économique avec l'adhésion du Portugal à l'AELE. Au cours de l'été 1968, la santé de Antonio de Oliveira Salazar se dégrade brutalement. Hématome cérébral, AVC, suivi d'un coma. Le président du conseil, en poste depuis 1932, en réchappe. Mais ses facultés sont si profondément diminuées qu'il faut lui trouver un successeur, sans que Salazar ne soit au courant et ni même officiellement. De peur de la réaction, de nombreuses personnalités et membres du gouvernement continuent de rendre visite et prêter hommage à Salazar. Le 25 septembre 1968, le président de la République, Américo Thomas, désigne à sa place Marcelo Caetano. Cet ancien recteur de l'université de Lisbonne a le soutien des milieux économiques et pour l'heure des militaires. Caetano n'avait rien d'un démocrate ou même d'un libéral. Le régime s'assouplit sans la poigne de fer et l'autorité de Salazar. Mais les réformes engagées se limitent à la surface. Ainsi, la censure des articles et des ouvrages par le comité de lecture est allégée, mais pas supprimée. La redoutable police internationale de défense de l'État ne sont pas modifiées en profondeur. Si bien que lorsque Salazar s'éteint le 27 juillet 1970 à l'âge de 81 ans, Caetano poursuit l'œuvre de son prédécesseur comme si de rien n'était, selon le principe revendiqué de l'évolution dans la continuité. Et le mouvement de contestation s'amplifiant, le pouvoir se durcit mais sans l'autorité, le charisme et la peur qu'inspirait Salazar. Le Portugal a maintenu des liens solides et durables avec ses colonies africaines, à la fois en tant que marché pour les produits manufacturés portugais et en tant que producteur de matières premières pour l'industrie portugaise. Beaucoup de Portugais ont vu l'existence d'un empire colonial comme nécessaire pour que le pays ait un pouvoir et une influence continue dans le monde. Mais le poids de la guerre, le contexte politique et les intérêts stratégiques de certaines puissances étrangères rendent cette idée impossible. Malgré des objections constantes dans des forums internationaux tels que l'ONU, le Portugal a maintenu les colonies en les considérant comme faisant partie intégrante du Portugal et en les défendant militairement. Le problème se pose avec l'occupation unilatérale et forcée des enclaves portugaises de Goa, Daman et Diu.
Dans presque toutes les colonies africaines portugaises, Mozambique, Angola, Guinée, Saint-Thomé, Principe, Cap-Vert, il y a des mouvements indépendants qui finiront par se manifester sous la forme de guerrilleros armés qui réussissent à contrôler une partie importante du territoire, malgré la présence d'un grand nombre de troupes portugaises. Les différents conflits ont forcé Salazar et son successeur Caetano à dépenser une grande partie du budget de l'État pour l'administration coloniale et les dépenses militaires, ce qui contribue à l'appauvrissement de l'économie portugaise. L'argent a été détourné des investissements d'infrastructures dans la métropole. Jusqu'en 1960, le pays restait relativement fragile sur le plan économique, ce qui augmentait l'émigration vers les pays à croissance rapide et la rareté de la main-d'œuvre en provenance d'Europe occidentale, comme la France ou l'Allemagne. Économiquement, le régime a maintenu sa politique de concentration de l'économie portugaise entre les mains d'une élite industrielle. La guerre coloniale devint un sujet de discussion fort et a fait l'objet d'une revendication pour les forces anti-régime. Le Portugal était très isolé du reste du monde. De nombreux étudiants et opposants ont été contraints de quitter le pays pour échapper à la guerre, à l'emprisonnement et à la torture. En février 1974, Marcelo Caetano est contraint par la vieille garde du régime de démettre le général Antonio de Spinola et ses partisans. Il a également affirmé l'impossibilité de vaincre dans la guerre d'outre-mer, modifiant le cours de la politique coloniale portugaise, qui s'est avérée trop coûteuse. Le régime connaît également des divisions au sein de l'élite du régime, qui décident de mener un coup d'État. Le mouvement est né secrètement en 1973. Il s'agit de certains officiers de l'armée qui ont déjà conspiré. La première réunion clandestine des capitaines s'est tenue à Bissau le 21 août 1973. Une nouvelle réunion le 9 septembre 1973 à Monte Sobral donne naissance au mouvement des forces armées. Le 5 mars 1974, le premier document du mouvement a été approuvé. Les militaires, les forces armées et la nation. Ce document tourne clandestinement. Le 14 mars, le gouvernement a rejeté les généraux Spinola et Costa Gomes des postes de chef adjoint et chef d'état-major général des forces armées, prétendument parce qu'ils refusaient de participer à une cérémonie de soutien au régime. Cependant, la véritable cause des exclusions des deux généraux est le fait que le premier a écrit, avec la couverture du second, un livre, Le Portugal et l'avenir, dans lequel, pour la première fois, un rang élevé préconisait la nécessité d'une solution politique aux révoltes séparatistes dans les colonies et non une solution militaire. Le 24 mars, la dernière réunion clandestine des capitaines révoltants décide de renverser le régime par la force. Le 24 avril 1974, un groupe de militaires dirigé par Otelo Saravia de Carvalho installe secrètement le poste de commandement du mouvement du coup d'État dans le centre de Pontinha à Lisbonne. À 10h55 du soir, la chanson de Pois Adeus par les émissions de Lisbonne publiée par João Paulo Diniz. C'est l'un des signes de déclenchement de la prise de possession de la première phase du coup d'État. Le deuxième signe est donné à minuit 20, lorsque la chanson Grandola Vila Morena est diffusée, confirmant le coup d'État et marque le début des opérations. Vila Morena a été mis hors la loi, car selon le gouvernement, cela faisait allusion au communisme. Le coup d'État militaire du 25 avril est possible grâce à la collaboration de plusieurs régiments militaires qui mènent une action concertée. Dans le nord, une force dirigée par le lieutenant-colonel Carlos da Serredo prend le quartier général de la région militaire de Porto. Ces forces sont renforcées par les forces de la Meigo. Les forces de Viana do Castelo prennent l'aéroport. Le régime réagit et le ministre de la Défense ordonne aux forces basées à Braga d'avancer sur Porto. Mais cet ordre n'est pas obéi, puisqu'ils avaient déjà rejoint le coup d'État. L'école pratique de cavalerie de Santarém joue le rôle le plus important. L'occupation du land du palais, Terreiro do Passo, est occupée aux premières heures de la matinée. Le capitaine Salgueiro Maia décide d'avancer sur le quartel do Carmo, où se trouve le chef du gouvernement Marcelo Caetano, qui au dernier jour se rend, mais exigeant que le pouvoir soit remis au général Antonio de Spinola, qui ne fait pas partie du MFA, afin que le pouvoir ne tombe pas dans la rue. Marcelo Caetano part ensuite pour Madère, puis en exil au Brésil. Au lendemain des affrontements, 4 personnes sont mortes lorsque des membres de la police politique ont résisté.
Le 26 avril, la junte de Salvaso a été formée, composée de personnel militaire qui lancera un gouvernement de transition. Parmi les mesures immédiates de la révolution, on peut citer l'arrêt de la police politique et de la censure. Les syndicats et les partis libres sont légalisés. Le lendemain, le 26 avril 1974, les prisonniers politiques de la prison de Cascais et de Peniche sont libérés. Les dirigeants politiques de l'opposition en exil retournent dans le pays dans les jours suivants. Après une semaine, le 1er mai est célébré en toute liberté dans les rues pour la première fois depuis de nombreuses années. À Lisbonne, environ 1 million de personnes sont rassemblées. Au Portugal, on passera par une période troublée d'environ 2 ans, dans laquelle les factions gauche et droite sont confrontées, parfois à une certaine violence, en particulier dans les actions organisées dans le Nord. Les grandes entreprises sont nationalisées, des cadres importants et portés en exil à des personnalités en exil identifiées avec l'Estado Novo, des gens qui ne partagent pas la vision politique de la révolution. Après la guerre coloniale, les colonies africaines et le Timor oriental sont devenus indépendants. Enfin, le 25 avril 1975, les premières élections libres pour l'Assemblée constituante remportées par le PS. À la suite des travaux de cette assemblée, une nouvelle constitution est élaborée et établit une démocratie parlementaire. Le premier gouvernement constitutionnel du Portugal est formé par Mário Soares le 23 septembre 1976. La révolution des œillets continue de diviser la société portugaise, particulièrement dans les couches les plus anciennes de la population qui a vécu les événements, dans les factions extrêmes de l'échiquier politique et dans les personnes les plus politiquement engagées. L'analyse suivante ne fait référence qu'aux divisions entre ces couches sociales. Comme on l'a vu, l'action a été menée par un mouvement militaire composé principalement de capitaines qui avaient participé à la guerre coloniale et avaient le soutien d'officiers de la milice. Ce mouvement est apparu vers 1973, basé initialement sur des revendications telles que la lutte pour le prestige des forces armées, qui a finalement atteint le régime politique en vigueur. Avec une puissance militaire réduite et une adhérence massive de la population au mouvement, la réaction du régime était pratiquement inexistante. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.